Jeudi 31 octobre 2019, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche autour d'un dialogue entre Joséphine Bacon et Aurélia Lassague, respectivement poétesse inu et occitane, dont les ouvrages sont publiés aux éditions Mémoire d'Encrier. Bonsoir à tous, merci d'être là à 19h pour cette rencontre de poésie avec des horizons très très différents, en compagnie d'Aurélia Lassague. Alors pour la partie on va dire locale, puisque Aurélia habite pas très loin de Toulouse, écrit des poèmes dans les deux langues, en français et en occitan, et qui nous vient de l'autre côté de l'Atlantique, Joséphine Bacon, qui elle aussi écrit dans les deux langues, sa langue langue inou et français. C'est un grand plaisir de vous avoir toutes les deux. Vraiment, c'est vraiment un grand plaisir. Peut-être pour commencer, juste rappeler quelque chose qui saute aux yeux quand on lit vos poèmes à toutes les deux, c'est cette importance que le langage poétique est la première parole. Vraiment, ça se ressent dans l'une et l'autre par les thèmes que vous abordez, mais aussi, et on va en parler aussi sur la question de du bilinguisme, mais sur cette question de la première parole, qu'est-ce que vous avez à en dire, et l'une et l'autre, que la poésie serait la première parole? Oui, c'est vrai que... Alors, je suis venue à l'écriture par la poésie. Alors, à la poésie... En poésie, j'ai une première langue qui est l'occitan, quand même. D'accord. Oui. J'ai écrit pendant plusieurs années, uniquement. On a un petit compagnon. Et puis, oui, on l'a invoqué. À défaut de paparazzi. Voilà, on ne pouvait pas venir avec le caribou. Donc avec un chat. On a fait venir un chat. Et... Oui, mais quand il voudra sortir, oui, il miaulera. Il habite dans l'immeuble, c'est un... Non, on ne se laisse pas distraire. Oui, on parlait de cette question des langues. Finalement, pour moi, ça rejoint la question, sans vouloir en poser une autre, mais comment on est venu à cette écriture-là. Moi, je suis venue à la poésie en quelque sorte par accident, puisque je n'avais pas de projet particulier. Et un ami anglais, j'ai alors 18 ans, je suis en prépa littéraire à Saint-Cernin, au bout de la rue du Thor. Et un ami anglais me demande d'écrire un poème pour un concours de poésie en langue romane. Et alors, j'ai eu une idée de défi. Je me suis dit, je parle de langue romane, que sont l'occitan et le français. Je vais leur écrire un poème en occitan. Et ils ont joué le jeu, ils ont composé un jury avec des philologues, tout ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire, je me suis... Il n'y avait pas que le défi, parce que a posteriori, je me suis dit pourquoi j'ai choisi l'occitan pour écrire ce premier poème. Déjà, aurais-je écrit un poème dans ma vie si cet ami ne m'en avait pas demandé un? Je ne sais pas. Et c'est pour ça que je dis que c'est par accident, parce que ça m'aurait peut-être jamais traversé l'esprit. Et il se trouve que l'occitan n'est pas ma langue maternelle. Ma langue maternelle, c'est le français. Alors on peut dire que c'est ma langue paternelle parce que c'est mon père qui me l'a enseigné et que je suis devenue bilingue de manière familiale. Mais ça reste une langue seconde, même dans le temps. J'ai commencé à vraiment me maîtriser à 13, 14 ans, dans l'adolescence. Et je pense que, on en parlait hier, la langue maternelle, elle a deux fonctions. C'est d'abord, c'est la langue dans laquelle on apprend à comprendre les limites de la réalité. On a tous dans notre entourage... passé, présent ou futur, un enfant de 3 ans. Si cet enfant, vous l'invitez à regarder dehors
et à voir, je disais, un arbre volé, il va se retourner, il va regarder par la fenêtre, voir s'il voit passer l'arbre. Parce qu'il ne sait pas. Quand on est et dans ses premières années de vie, et dans ces premières années de vie où on apprend le langage, on ne connaît pas les limites de la réalité. Donc on a un regard qu'on pourrait qualifier initialement poétique. et la langue maternelle, elle vient poser des limites sur la réalité, des limites physiques. Et bien sûr, le français, c'est aussi la langue de l'école, dans laquelle l'apprentissage de la poésie pose une telle distance, traite l'objet poétique d'une telle manière que je crois que ça n'incite pas à devenir poète. Et donc, en occitan, moi, j'étais libre, totalement libre. C'est une langue vierge pour moi, en quelque sorte. Et puis, je lisais à ce moment-là, en prépa, je découvrais... parce que je leur avais fait un peu le même coup qu'aux Anglais, c'est-à-dire que j'avais dit, vous m'avez pris avec l'occitan, langue 2 au bac, donc vous devez me fournir un prof ici. Et ils m'ont payé un prof qui était le professeur de l'UFM, Monsieur Escudé. Et donc, j'avais des cours particuliers. Et donc là, je découvrais les grands poètes du XXe, Delpastre, Mancier, Rouquette, etc. Donc, voilà, tout ça pour dire que je pense que c'est ce qui fait que j'ai osé venir à l'écriture poétique, d'une part, et dans cette langue. Pourquoi dans cette langue? Voilà. Donc, Joséphine. Et vous, Joséphine? Moi aussi, la poésie, c'est arrivé par accident, mais vraiment un accident. J'ai une amie qui s'appelle Laure Morali, elle est bretonne. Et puis, elle vient au Québec depuis qu'elle est toute jeune. Donc, elle a été adoptée par les Inuits de Mingan. Elle est même allée dans le Notchmet, dans le territoire. Donc, elle a appris beaucoup de notre culture en vivant avec les Inuits. Et puis, elle s'est installée à Montréal. Et puis, un jour, elle a fait un rêve. Son rêve lui disait de réunir des auteurs québécois et des poètes québécois et de les jumeler aux Premières Nations. Donc, elle m'a raconté son rêve, mais j'ai dit, il faut que tu le fasses, il faut que tu réalises, c'est un beau rêve. Alors là, elle m'a demandé si je voulais bien y participer, mais moi, je ne suis pas poète du tout, ni écrivain, ni rien. Mais comme je l'aimais beaucoup, j'ai dit oui. Et puis, elle m'a jumelé à un poète québécois qui s'appelle José Aclin, qui est d'origine occitane. Alors moi, tu sais, j'ai pas fait d'études littéraires, je suis pas allée à l'université, mais au pensionnat, on apprenait le français. Et puis, puisqu'elle leur parlait de correspondance. Et moi, le mot français, correspondance, que je connaissais, c'est que tu t'écris une lettre à une date, à l'adresse, puis tu dis « cher ami » ou « cher je sais pas quoi », puis tu racontes un peu, si tu as passé une bonne semaine. Alors, la première lettre que j'ai reçue de José Aclin, ça s'appelait « Rendez-vous ». Et puis, c'était écrit très, très mince. Ça y est. Moi, je ne comprenais pas qu'il commençait à la marche, mais il ne finissait pas au bout de la ligne. Fait que j'ai dit, ça doit... Fait que j'ai lu sa lettre, je l'ai relue et relue, sans vraiment comprendre où il voulait en venir. Alors, je me suis dit, je vais attendre la deuxième lettre. Alors, l'autre enveloppe est arrivée, mais celui-là, il s'appelait Sphère-toi. J'ai dit, ça commence bien. Mais il était plus court. Alors, je l'ai relu et relu. J'ai fini par comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Et c'est comme ça que je lui ai écrit un premier poème. Je me suis dit, comme il n'écrit pas, il ne correspond pas comme je connais, je vais correspondre avec lui de la même façon qu'il m'écrit. Et c'est comme ça que la poésie, il est venu dans ma vie. C'est comme si ma poésie, il était né d'un rêve. Un rêve que Laure Morali a fait, une Bretonne d'ailleurs, qui est grand poète aussi. C'est comme ça, c'est tout simple. Mais sauf que moi, c'est pas ma langue, mon première langue, le français. Moi, ma langue, c'est l'Inuit. Puis après ça,
Puis je donnais tout ce que j'écrivais, alors des bouts de papier sur des reçus, tu sais, sur des paquets de cigarettes. Puis quand j'allais visiter Laure Morali, ben, tu sais, je faisais le ménage de ma sacoche, puis je lui donnais tout ce qui traînait, qui était écrit, soit dans ma langue ou parfois en français. Et puis, au bout de tant de mots, je ne me rappelle plus, elle m'a montré la pile de bouts de papier sur lequel j'avais écrit. Mais il m'a dit, Bibi, à Joséphine, ça peut faire un recueil. Et c'est comme ça que le premier recueil est né. Ça s'appelle Tsnoastagna et Bâton à message. Et puis, je l'ai d'abord écrit dans ma langue. C'est en m'inspirant du nomadisme des anciens. Mais ça aussi, ça veut dire que ça ne pouvait pas être un autre langage que la poésie pour dire ce que vous avez à dire. Mais mon Dieu, non, je crois. Non, parce que, tu sais, je me considérais pas poète, mais je dis ce que les vieux et les vieilles racontent, tu sais, c'est quelque chose qui sonne bien dans les mots inuits, parce que dans les mots que j'écrivais dans ma langue, c'était les mots que les autres utilisaient quand ils me racontaient les récits. Donc, je trouvais que tout ce qu'ils racontaient, toute leur vie, leur nomadisme, tu sais, puis ça parle de la terre toujours, des rivières et de montagnes. Et tu vois, les vents, ils les appelaient leurs sœurs. Et puis, ils parlaient des maîtres des animaux. Donc, c'est des poèmes, tout ça. Alors, moi, quand je les transcrivais et je les traduisais, moi, dans chaque mot inno que j'écrivais, je me retrouvais avec eux à l'intérieur des terres dans le Nutmut. Donc, je me dis, tu sais, et puis j'ai tellement traduit et transcrit, tu sais, que ça m'habitait toujours. Ça m'a toujours habité le nomadisme, même si j'étais sédentaire à Montréal. Et des bouts de papier que j'écrivais, c'était quand je retournais dans ma mémoire et que je les entendais me raconter. Alors, ça a donné le premier recueil. Ça répond? Oui, ah ben très bien, complètement. Mais alors, il y a quelque chose, j'avais justement prévu, moi, de vous interroger l'une et l'autre sur un des points communs qu'il y a quand on vous lit, c'est ce rapport au rêve, et qui est, voilà, qui est là. Dans la culture inou, j'ai l'impression, avec ce rapport chamanique aux choses, on est plus habitué à l'idée d'obéir au rêve. Chez les Inuits, quand tu es chasseur, il fallait que tu rêves. C'était important de rêver la veille de partir à la chasse. Parce que les Inuits, ils vivaient, surtout le chasseur, c'était très important pour lui de rêver. Donc, avant de se coucher, souvent, il mangeait de la graisse de caribou et ça favorisait le rêve. Donc, puis son rêve lui racontait s'il ferait bonne chasse ou s'il devait travailler beaucoup plus fort pour trouver des pistes d'animaux qui l'aideraient à subvenir aux besoins de sa famille. Puis tout ça, c'est ton rêve qui te le dit. Puis il y avait, tout le monde dit, moi, je rêve jamais. Alors les hommes, les chasseurs, par exemple, il y en avait qui n'arrivaient pas à se rappeler de leurs rêves. C'est leurs femmes qui rêvaient à leur place. Et vous, Aurélia, le rapport au rêve dans les langues créateurs ou dans comment ça? Oui. J'ai cité Nerval. En quête d'un visage, c'est mon dernier recueil, qui dit « Ici a commencé pour moi ce que j'appellerais l'épanchement du songe dans la vie réelle. » C'est Aurélia. C'est tout le thème d'Aurélia. C'est l'idée que la frontière entre le rêve et la réalité est poreuse. Bon, Nerval a assez mal fini, je crois, de ne pas savoir de quel côté il se situait. Je dois dire que je le rejoins un peu. Alors, j'ai en quelque sorte... Mais alors là, je vais parler du rêve. Mais pas forcément du lien entre le rêve et l'écriture. Mais le rêve est essentiel pour moi.
C'est parti de quelque chose qui est comme un rêve en négatif, c'est-à-dire que un jour, une nuit, ça c'est dans la vraie vie, j'ai rencontré un arbre, mais de nuit. C'était un chêne vert. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je suis revenue. Je suis revenue dans mon corps, mais j'en suis sortie. Et à partir de cette rencontre, qui était tout à fait intrigante, c'est le moins qu'on puisse dire, puis quand je suis revenue à la conscience, ça a été assez difficile. C'est comme un peu renaître, quoi. L'enfant hurle et pleure quand il vient au monde. Moi, j'ai pas mal pleuré. Et donc, à partir de là, j'ai fait des rêves. D'autres rêves, quoi. Et donc, certains, et puis je n'irai pas plus loin, mais certains qui annonçaient des choses qui adviennent ensuite. Et je pense que, oui, il y a quelque chose de ça dans le travail, dans mon rapport, en tout cas, à l'écriture. Une chose est certaine, c'est que je n'ai absolument pas du tout la sensation d'être de créer. Oui, je suis l'auteur, mais pour définir ce qui se passe quand j'écris, je dirais que c'est exactement comme quand on prend une radio et qu'on cherche la station et le son clair. Et puis à un moment, on est dessus et c'est fluide. Moi, quand je cherche les mots, j'ai le sentiment qu'ils sont là quelque part, qu'il y a un courant, et qu'à un moment, j'ai trouvé la bonne fréquence. Voilà. Et voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Mais vous écrivez d'abord en occitan ou vous écrivez d'abord en français? J'ai d'abord longuement écrit en occitan, puisque j'ai eu un premier recueil qui s'appelait Cinque no Sazu, qui signifie 5e saison, qui n'était pas traduit. Et puis comme je disais tout à l'heure, j'avais pas de projet d'écriture ou d'être poète, donc moi j'ai écrit mes poèmes en occitan. J'en ai écrit suffisamment pour que ça fasse un livre que Jean Héguin, qui est éditeur à Toulouse, a publié chez Lettres Doc. Et puis là, je me suis retrouvée invitée à des festivals où il fallait partager mes textes. Et puis finalement, il y avait très peu de gens qui pouvaient les comprendre, puisqu'ils n'étaient pas, ils étaient tout simplement uniquement en occitan. Alors j'ai essayé de me traduire et c'était très mauvais. Et puis des amis bilingues ont proposé de me traduire. Alors là, c'était terrible. C'était pire. Donc, je me suis dit, je ne peux pas transmettre mes poèmes en français par le biais de la traduction. Donc, c'est très simple. J'ai mis en place un procédé d'écriture. C'était ça la question ? Ouais. Qui est d'avoir une feuille pour l'occitan et une feuille pour le français. Et au moment où j'écris le texte, je passe d'une langue à l'autre. Donc il y a un moment de traduction. Je vais écrire 2 vers, 3 vers, disons en occitan. Puis je vais me dire, tiens, ça donne quoi en français? Donc là, je traduis. Mais au moment où je pense dans l'autre langue, où je passe à l'autre langue, il y a évidemment d'autres sonorités, d'autres résonances, tellement de choses qui font la poésie. Je réécris, je traduis, réécris. Alors, du coup, je vais réécrire l'autre langue encore. Et donc, tout le poème se développe comme ça, dans un jeu de va-et-vient entre les 2 langues, qui fait qu'à la fin, il y a un poème original, un poème en 2 langues originales. Voilà, c'est comme ça. Et pour vous, Joséphine, ça se passe comment? Il est pensé d'abord en inou, pensé en français? Comment Je vis beaucoup dans ma tête, dans ma langue. Là, le français, je le parle quand c'est nécessaire. Mais dans ma tête, c'est d'abord ma langue que tout se passe. Ce que je regarde, je vais le voir en inou. Je ne le verrai pas en français. Donc, pour moi, ma langue, elle est très, très importante parce que je trouve que c'est dans ma langue que je me retrouve le mieux. Et puis c'était normal, surtout que je parlais des aînés beaucoup dans ma poésie. C'était normal que tout se passe en Inouïmoun d'abord et après en français. Mais ce n'est pas une traduction pour une traduction. J'essaie de dire
en français, j'essaie d'utiliser des mots français pour qu'ils voient ce que moi je vois dans ma langue. Donc, c'est comme ça. C'est pas une traduction. Des fois, ça lui ressemble, par contre. Ouais. Donc, c'est à peu près ça. Je réponds aussi. Oui, oui. Ah, okay. Mais peut-être qu'on peut. Alors, peut-être pour bien se rendre compte, on va peut-être faire un petit moment de lecture, ouais. Je vais vous faire un poème qui parle de Tihakochko. C'est une femme de l'espace. Et puis, pour les chasseurs, c'est une femme qui est très, très importante parce qu'il faut que le chasseur lui plaise. Donc, quand il part à la chasse, il faut qu'il se fasse beau. Il faut qu'il soit très propre, des raquettes parfaites. C'est très important de plaire à cette femme parce que si des hommes lui plaisent, si le chasseur lui plaît, alors Tihakohko va guider ses raquettes vers des pistes d'animaux qui vont l'aider à subvenir aux besoins de sa famille. C'est pour vous expliquer un petit peu. Tihakohko, Tchep no wehon, Tchimalonwin. Namatamen, Tchastwastot, Dahamat, Kolamanhit, Kenny Miam Namoham. Metakat, Napmoten, Tagotat Nat Kon, Kawahekon Hit, Kamilin. Abtaji Hogotokon, Ntatikune Katat, Papagasik. Win Nagamot Mike, Hahaway Jayan. Tihakohko, femme de l'espace. Ce matin, j'ai revêtu ma plus belle parure pour te plaire. Tu guideras mes raquettes ornées de l'olumen de mes ancêtres. Mes pas feutrés touchent avec respect cette neige bleue colorée par le ciel. L'étoile de midi me conduit à Papagassik où m'attend la Grèce qui élève le chant de mon héritage quand je pile les eaux. Moi, je suis ce qu'on appelle un enfant du pensionnat. Donc, je suis restée dans un pensionnat indien de 5 ans à 19 ans. Donc, de septembre jusqu'à la mi-juin, si je n'étais pas allée au pensionnat, j'aurais été avec ma famille dans le Notmut, dans l'intérieur des terres, à apprendre ma langue, celui du nomade, l'Ino Aïmoun du nomade, à apprendre les mythes fondateurs, à tout apprendre, tout ce qui concerne la terre finalement. Mais comme le gouvernement un jour a décidé que les enfants indiens iraient dans un pensionnat, j'ai appris à lire et à écrire en français au lieu d'apprendre à parler la langue des nomades. Mais j'ai continué à parler la langue inuit sédentaire, celui qui te met face à un mur plutôt que face à l'horizon. Mais je l'ai réappris, la langue des nomades, parce que j'ai enregistré les vieux et les vieilles et je les ai transcrits et je les ai traduits. Donc, je vous lis ce poème. Tchep, Mastamashpan, Ntendapan, Napuamun Tsiten, Awasat Kagunwed Magnat Ntatan, Ochkopiham, Nagofpana, Nantusina Nanateina, Nino Mujahumek, Nunakamiun, Titi Amiwian. Anutish, Anman, Natchwatamagun. Namastrohiotskot magun. Ihnagwan chejob mestayan ntanyun. Ihnagwan chejob mestayan ntanuaitun. Abuti wichagof pimagoni ganast. Kahagat. Natskot mazen ntanyun. Mastrohit. Ninum ko. Wehmanuhanet. Abut sentman wapat. Echwa naginumat nenten. Napakhento monui jiwan. Jejega patsatenmian. Ce matin, il neige à gros flocons. Je m'attarde dans mon rêve. Je suis au pensionnat. Septembre,
Je pars avec mes parents sur le territoire. Je suis le saumon qui remonte les chutes et fraie les eaux pour la pondaison. Cette fois, impossible, car je dois apprendre à lire et à écrire. Mon savoir devra apprendre à prendre le temps. Je dois être absente de l'enseignement de mon identité. Aujourd'hui est aujourd'hui. J'enseigne mon identité dans une salle de classe. Je redeviens moi dans un rire. J'ignore si demain me gardera intact. Je dis que l'espoir de se laisser être éloigne le désespoir. En parlant de rêve, déjà c'est un rêve éveillé de vivre avec Joséphine. Dans le même temps de l'histoire. Oui, c'est deux poèmes qui font un petit peu écho à cette question-là. A tal serai t'affenno luende tutto memorio, ublidaran lume unun escafarai l'atrasso, mas en aquesto nuec de nossos, aquesto nuec profano, serai da solo guido. Crengo spas aquesta vertice, basto de se prene per la mà e se runsa ensemble al de là del buide. All'aro saupras che s'emparie en aquestes aucels feruches que percassent nos rumbro. Je serai donc ta femme, loin de toute mémoire. On oubliera mon nom. Je prendrai soin d'en effacer la trace. Mais en cette nuit de noces, en cette nuit profane, je serai ton seul guide. Ne crains pas ce vertige. Il suffit de se prendre par la main et se précipiter ensemble au-delà du vide. Alors tu sauras que nous sommes pareils à ces oiseaux farouches qui pourchassent leur ombre. Ulysses, oubli d'espace. Oubli d'espace che hi ha d'umbros pesugos e che cessaron, tutt'ur al meteis ritme, tutt'ur mai numbrosos, jusqu'osa passa l'aribo, d'aquel curdaigo upac, un purioi negaso che de tues en eu, me purios reciunio te perdre en cami. Purioi puciasit un bateu, me cupalui pelses, purtatas armos e pensatas plagos, ufrim un cosa murensi al soldats mai dur, u te purioi espera. Aprene a fai suna din l'arcelo lui tracce ste taccaro. La marca cado ciur din un nuvello rugo. Beleu enterra cado se, tun duple de terro, e attendre tun retur, lui brasse scargats de flambels. E se l'albo me trovo sulo e la caro en cendres, me n'anirai cavata tumbo per etuma a queste cos che me splamai fisel. Ulysse, n'oublie pas qu'il est des ombres lourdes et qu'elles avancent toujours au même rythme, toujours en plus grand nombre, jusqu'à passer la rive de ce cours d'eau opaque où je pourrais noyer ce qui de toi est en moi. Tu pourrais me rejoindre ou te perdre en chemin. Je pourrais monter sur ton bateau, me couper les cheveux, porter tes armes et panser tes blessures, offrir mon corps aux mourants et aux soldats les plus durs, où je pourrais t'attendre, apprendre à façonner dans la glaise les traits de ton visage, le marquer chaque jour d'une nouvelle ride, peut-être enterrer tous les soirs ton double d'argile et attendre ton retour, des flambeaux pleins les bras. Et si l'aube me trouve seule et le visage en cendres, j'irai creuser ta tombe pour exhumer ce corps qui m'est bien plus fidèle.
Merci. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fonctionne aussi de la même façon dans vos textes, qui est de ce rapport à la mémoire et ce rapport qui est très lié de la mémoire et l'identité. Et que ça se forge, que l'identité se forge dans la mémoire. Joséphine? Non, Aurélia? On devrait se donner un code. Merci Joséphine. Alors là, j'avoue que la mémoire, c'est un grand thème de ce livre, parce que l'idée, vous avez entendu le mot Ulysse, le récit qui est posé par Homère est le fruit de siècles de récits oraux. Et je me place avant Homère comme l'un d'entre eux. Donc la femme n'est pas nommée, c'est elle quand elle parle. Et parce que en fait, pour moi, la mémoire, on pense au passé, bien sûr. Mais là, il s'agit aussi d'un personnage qui a connaissance des futurs. Et je dirais même des futurs parallèles. Elle connaît, elle sait le récit d'Homère et d'autres comme ça. Parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails du livre, on peut laisser quelques surprises. Et donc, elle a la mémoire du futur. C'est une forme de Cassandre. Et comment dire ? Je ne sais pas. Mais dans la question, non, c'est Ouais. la question de la mémoire et de l'identité. Et l'identité. Oui, ben, bon, Joséphine, non, mais tu vas répondre pour toi-même, parce que par rapport à la question des collectages qui permettent de retrouver aussi son identité linguistique, moi, j'ai travaillé aussi à ça. Alors là, on sort du travail poétique à proprement parler, mais c'est vrai que j'ai fait des émissions de radio à une époque, en occitan pur, à Radio Occitanie, et c'était une forme de collectage, puisque j'allais rencontrer des gens et les faire parler dans cette langue, dans ma langue, et bien sûr que notre identité, et notamment dans ces langues en danger, dans ces langues qui sont en train de disparaître, dans ces langues qui ne sont pas des langues d'État, etc., elles se trouvent dans la mémoire, et dans la mémoire des locuteurs et de ceux dont c'est la première langue. Voilà. Et nous, on en fait aussi de la poésie. Pour moi, la mémoire, c'est la première chose importante dans un être humain. Sans mémoire, on n'est qu'aujourd'hui. On n'a plus de passé ni de demain. Donc, moi, l'Inuit, c'est une langue d'un peuple à tradition orale, d'abord. Et puis, aujourd'hui, l'Inuit, il y a une écriture. C'est qu'il est même standardisé grâce à des linguistes qui ont travaillé beaucoup, beaucoup sur la langue. Il y a un grammaire, il y a un dictionnaire, et puis il y a l'écriture. Tu vois, quand moi j'étais petite, j'ai appris à lire et à écrire le français. Aujourd'hui, nous, les Inuits, on doit apprendre à lire et à écrire notre langue. Donc, c'est l'inverse. Parce qu'il est écrit récemment, mais c'est important aussi parce que si elle est écrite, c'est parce qu'elle ne mourra pas. C'est pour ça. Et donc, c'est là que la mémoire est importante, parce que tu vas avoir toujours le souvenir que tu le parles, ou que, tu sais, il ne faut pas qu'elle disparaisse, surtout que les langues autochtones sont en danger à cause qu'il y a tellement de nouvelles choses qui sont arrivées. Il y a la télévision qui est toujours dans la langue de l'autre, l'Internet, tout est en français. Donc, c'est comme si on s'éloignait, parce que c'est tous des nouveaux mots, c'est des mots qui n'existaient pas.
dans notre langue. Donc, il faut les inventer à mesure qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. Mais des fois, tu sais, ce qu'on invente comme nouveaux mots, c'est trop long. Donc, on va le dire en français plutôt que de le dire dans ce qu'il représente dans notre langue. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours danger pour les langues autochtones parce que la vie va tellement vite. Mais il faut la garder parce que il faut qu'on la conserve parce que c'est là que se trouve notre mémoire, notre philosophie, notre mode de pensée et surtout, c'est ça qui fait de nous que c'est notre identité. C'est ça qui fait de nous les Inuits. Parce qu'on parle encore l'Inuaimun. Donc, on va se fier à notre mémoire. Et du coup, il y a cet impératif de transmission qui est très important. Ah oui, la transmission, on a toujours, depuis la nuit des temps, tu sais, comme par exemple, si on pense aux mythes fondateurs qui datent, mon Dieu, sont tellement éloignés, mais on les raconte encore aujourd'hui et ça s'est passé dans la tradition orale. Et puis, c'est des mythes fondateurs que les vieux ou les vieilles racontaient pour endormir les enfants le soir. Alors, quand tu étais petit, tu entendais le début du mythe, puis tu finissais par... Mais plus tu vieillissais, tu finissais par entendre tous les mythes. Et puis toi, quand tu devenais un père aussi, et puis tu devenais grand-père, tu racontais à tes petits-enfants ces mêmes mythes. Et aujourd'hui encore, ils existent, ces mythes comme Chagabesh, Ayahes, Wasko, Tigmat. Tu sais, c'est tout. Tu vois, Ayahes, c'est quand la terre il a brûlé. Chagabesh, c'est le premier homme. Des oiseaux d'été, c'est quand c'était toujours l'hiver et il a fallu aller voler les étés. Et puis, tu as Carcajo, je pense en France, vous l'appelez le glouton, mais lui nous a donné le sens du monde. Alors, c'est comme ça, tranquillement. Puis ça, on continue à les raconter encore aujourd'hui. Mais parce que les anthropologues sont allés dans les communautés Inuits et puis qui ramenaient toutes les cassettes qu'ils enregistraient chez dans les communautés Inuits. Alors, quand ils ramenaient tous ces cassettes à Montréal, ils ne pouvaient pas continuer leur travail parce que c'était le camp Inuaimun. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire la transcription et la traduction. Et c'est comme ça que j'ai pu tout récupérer. Et plus tard, je suis allée moi-même enregistrer les aînés, eux, femmes et hommes. Et puis, tu vois, j'étais toujours accompagnée par une anthropologue. Alors, les vieux, comme ils savaient que moi, je comprenais l'Inuaimun, donc c'est à moi qu'ils racontaient. Et puis, j'ai pu profiter d'eux en posant toutes les questions que je n'avais pas appris. Et vous, Aurélia, le rapport aux ancêtres, le rapport au mythe aussi, parce qu'il y a quand même tout un recueil autour d'Ulysse et ce travail aussi d'aller chercher dans les racines, parce que finalement, le Ulysse, c'est notre racine commune dans l'espace méditerranéen en tout cas. Complètement. Justement, c'est aussi une forme... Enfin, comment dire ? Il y a aussi quelque chose de la réconciliation parce que c'est vrai qu'il y a une grande diglossie entre l'occitan et le français, mais en allant chercher beaucoup plus loin dans les siècles qui précèdent, là, on parlait de mémoire et d'identité, c'est notre identité commune, quoi, la Méditerranée. Et après, il se trouve qu'il y a des gens qui grandissent en écoutant des textes religieux, d'autres des contes. Moi, j'ai grandi en entendant les mythes. Mon père, notamment, qui parlait grec d'ailleurs, nous a beaucoup conté ces histoires-là. Donc, c'est vraiment pas une référence littéraire. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que je situe ce dialogue avant qu'Homère pose le mythe, parce que c'est une référence à cet univers qui a peuplé l'imaginaire de mon enfance. Et je pense que si les mythes ont tant marqué notre imaginaire et si ils ont traversé les siècles comme ça, que ce soit
parmi les peuples amérindiens ou nous en Méditerranée, c'est la mythologie grecque, c'est parce que ils sont intemporels, ils sont universels, ils nous parlent de l'humain, ils donnent une place dans l'univers, etc. Donc oui, c'est essentiel. Voilà. Mais c'est pour dire que chez moi, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'enfance. Parce que justement, j'ai l'impression aussi qu'une des caractéristiques communes de vos poèmes, c'est qu'elles ne se basent pas sur de la temporalité, mais sur une notion spatiale. C'est-à-dire qu'on est totalement ancré dans des espaces. Alors, l'espace méditerranéen pour vous, et vous, l'espace du territoire qui est. Oui, j'ai l'impression que c'est ça qui active les poèmes. C'est l'espace du territoire. Nous, on dit Noutmet. C'est un mot, si je le traduisais en français, ce serait l'intérieur des terres. C'est loin de la côte, c'est loin de la mer. Quand tu es dans l'intérieur des terres, tu vis avec les rivières et les lacs. Tu vis avec l'horizon, tu vis avec les arbres, tu vis avec ce qui t'entoure. Donc, c'est son Noutmet. Puis Noutmet est un mot en Innu qui ne se met pas au possessif. Donc, je ne peux pas dire mon Noutmet. Noutmet reste Noutmet. Il reste la terre qui te nourrit, qui te soigne et t'habille. Donc, aujourd'hui, les gens disent la terre-mère. Mais en Innu, tu vois, Noutmet, tu ne peux pas dire au possessif. Parce que c'est Noutmet qui prend soin de toi et non pas toi qui prend soin de Noutmet. Par contre, aujourd'hui, avec tout ce qu'ils font dans le Noutmet, les multinationales et des gens qui cherchent des mines et tout ça, aujourd'hui, l'Innu, c'est à son tour de prendre soin de Noutmet. Parce que Noutmet, si on continue à le détruire, à le gaspiller, un jour, il va se fâcher. Il y a c'est dans un thé dans la toundra, vous écrivez, si un jour tu vas à la toundra, tu sentiras que la terre te porte. Oui. Ben oui, je suis allée dans la toundra. Et puis, tu sais, quand tu marches sur le lichen, tu sens que la terre te porte. Et puis, c'est un vieil Indien qui m'a dit, si un jour tu vas dans Mowat, tu vas sentir que la terre te porte. Et puis, c'est ce que j'ai senti la première fois que je suis allée dans la toundra avec un grand chasseur de caribous. Et puis, quand tu arrives dans la toundra, tu sens que tous les maîtres des animaux sont là. Papagassi est là, le maître du caribou, Tamsnak, le maître des animaux aquatiques. Tao Huapeu, qui est le maître des animaux qui ont des ailes. Et puis, Wapstanabeu, qui, lui, est le maître des petits animaux qui te gardent au chaud. Et puis, bien sûr, il y a Tihakoko qui veille à tout ça. Pour vous redire, sur cette question de l'espace, j'ai pas noté exactement la page, mais j'ai trouvé, vous écrivez, il n'est pas de territoire plus vaste que celui de ma mémoire. Donc là, on a vraiment le lien qui est, sur cette question sur cette place de la spatialité. C'est important, mais c'est vrai que c'est bien de le mettre aussi en lien avec la notion d'espace méditerranéen. D'ailleurs, j'ai écrit... Mais le rêve et la réalité se confondent. J'ai écrit ce livre essentiellement donc, sur un voilier et dans ce qu'on appelle la Lycie, qui est aujourd'hui en Turquie, mais c'est turc depuis un siècle. Et c'est les fameux, parce que Homère parle des chemins humides, parce que en fait, ce matin à la radio, j'entendais Orsena dire il n'y a pas de route sur l'eau, mais c'est pas vrai. Enfin, il y a quand même des routes sur l'eau. Et il y a notamment les chemins humides dont parle Homère. Et alors d'ailleurs, les gens qui font du canoë en mer savent qu'il y a des routes. Et donc on a pris les routes, vraiment c'est les routes d'Ulysse. Et d'ailleurs les Lyciens, le roi des Lyciens est mentionné dans l'Iliade.
Et il ne reste 2, ça c'est assez étrange, que des tombes. Et leur langage, leur langue est étrange parce que c'est un mélange c'est comme du grec mais avec les lettres phéniciennes. Et on a ces tombes, ces sépultures et des inscriptions. Alors j'ai même écrit dans des tombes parce qu'il y a différents types de tombes, il y a 3 architectures différentes et elles sont plus ou moins ouvertes et c'est des champs de tombes. Et c'est très très beau. Et voilà, et donc j'étais sur ce territoire et il y a eu plein de choses quand je parlais de cette un petit peu, enfin révélation c'est un grand mot, mais que quand j'écris comme ça à un moment j'ai l'impression d'avoir trouvé ce que je cherchais mais qui était déjà là. Et alors particulièrement là en mer et puis sur la terre qui borde la mer, etc. J'ai eu plein de choses qui me sont venues, de questions auxquelles je ne trouvais pas de réponse, qui ont fait que je n'ai pas pu écrire pendant 6 mois. Et puis, quand je retournais sur le bateau, hop, j'avais ma réponse. Comme si la mémoire était peut-être là. Oui, et puis vraiment ancré dans le territoire. Dans les vagues. Ouais. Ah oui, on fait ping-pong. Ouais, ça te dit? C'est un petit exercice qu'elles aiment faire toutes les deux, où elles vont se répondre. L'idée, pour que vous compreniez, c'est que l'une dit un poème et l'autre en choisit un autre en écho. Ok. Moho asi tikawa matoni gana sky newit. Nanta tenste. Te wekan nakamutak ntanyuno. Njish no apatamuan jahanut utanyuno. Maten mot utma wehihat kaimito na petuan umeme ko no kamat na pampan na skat na pehukan duas wabje kamugot kai hamat babagasi tapos ko na minok ni kan sentomono ntano ay mo nuichi ko ehechan Jeji onsian piachumat tachagwashante kawi pahagustahan mantanyo kahagat apuntamak pamte yanutenat ninum ko kamajit mohwat Tondra, tu as vu naître ma famille, j'écoute ton cœur, le tambour rythme ma vie. Je vis au présent le passé des ancêtres. Je sens les maîtres des animaux, de mes grands-pères chasseurs, les berceuses anciennes de mes grands-mères. Je l'évite, mes pas se laissent porter sur le lichen qui nourrit Papagasico. Les fleurs se transforment en de petites baies aux couleurs rouges, jaunes. Le noir et le sommeil qui donnent forme à mes visions. La tradition orale rassure mes peurs de blanc mémoire. À la tombée du jour, j'atteins le cercle de la vie. Je ne suis pas l'errante de la ville. Je suis la nomade de la tondra. Le bestial se ritrova al ten che ero giovine mestre de sa natura, al ten che parlavo as rius e al vent, e che cantavo la gesto des arbres a las flux salvachos meravillados. Le bétail se retrouve au temps où il était jeune et maître de sa nature, au temps où il parlait la langue des ruisseaux et du vent, et qu'il chantait la geste des arbres aux fleurs sauvages émerveillées. Wedagwas mohoasi natutam apochewan pedawat mudanitak udei pedawan tewegan pedakho hewo tsateimo utewegana Papagasico petuo itahawa ukasa atiwa jeji hamat jeji umassunugut na hatuextan atigoya de jenute kuya
Mano na paumon. Timuten taimik. Awate kwanin. Ce soir tondra, écoute son silence. Bruit de pas, rythme du cœur, son de tambour. L'écho fredonne une incantation. Paparasic l'entend et envoie son fils caribou nourrir mon corps fatigué, chausser mes pieds usés. J'étends sur la neige sa peau de fourrure pour m'endormir. Mes rêves atteignent les étoiles. Tundra me chuchote, te voilà. La bello se bagno. La riviera ha cambiato de liec e contro son cos liurat l'aego negro ha surtit sus tambour perché canten lai blandos. La belle se baigne. La rivière a changé de lit et contre son corps livré, l'eau noire a sorti ses tambours pour que chantent les salamandres. Ojega tawat, chuawinot, hipo, chuawit matan. Kaiha tawat si hawat, chuawiten. Hagaigan, chuawit matan. Epatachamagat, chuawiten. Mohoasi, chuawit matan. Anhediot, chuawinot. Wastwachwan, chuawit matan. Wachko, chuawiten. Notmet, chuawit matan. Tu parles d'étoiles, je te parle de rivières. Tu parles d'astres, je te parle de lacs. Tu parles de l'infini, je te parle de la toundra. Tu parles d'anges, je te parle d'aurore boréale. Tu parles des cieux, je te parle de la terre. Alors là, ça va être un dialogue. C'est ce que tu fais. Nous sommes idurfeu. Di nusifer che lus hommes sun pa mai che d'umbros. Mi farai umbro al dedin de tuncos. Bastirai de ciutats de saplo che agutaran nu flung. Che de gun ne torno. Dansaren sus de tures que nos rejuels veiran pas. Serai tal lengo trincado que sappa menti. Et maudiren l'amour que nous a perdus. Le rêve d'Orphée. Dans les enfers où les hommes ne sont plus que des ombres, je me ferai ombre au-dedans de ton corps. Je construirai des cités de sable pour tarir le fleuve dont on ne revient pas. Nous danserons sur des tours invisibles à nos yeux. Je serai ta langue tranchée qui ne sait pas mentir, et nous maudirons l'amour qui nous a perdus. Et le rêve d'Eurydice. Cavaren d'autros regos que cubriren de cendre, beirem murilu ben carecciaire dublit. Aurai de pumos de mapocho raubados a mai paure que eu. Las pelarenam despasos e am so que sobro de nostres sommis, ne bastirem mai de la luciox la termière dragach. Nous creuserons de nouveaux sillons que nous couvrirons de cendres. Nous verrons mourir le vent qui charrie l'oubli. J'aurai des pommes dans ma poche, volées à plus pauvres que moi. Nous les pèlerons avec des épées. Et avec les restes de nos rêves, nous en bâtirons d'autres, par-delà les feux et la frontière du regard. Ntakyuhanan. Nanote palay muna. Ntawigo. Apuchi tapachmian utakuhitana. Napamluelten pegotayan tapachmo. Chewitama. Chewitak inyunu. Apuchi tapmin. Apo apmin. Apo natutwin. Apo petwin. Apo aimian. Statanote. Chin kachomatamuin tatsi. Chachapong.
deceit. Apominin tetinuyan, tetetaimon nootmet. Tmagapan inusit, chin gadotman. Tweetaben denamet nentagan. Awen niet. Apon stoat min. Ninum inu. Ninum iu. Ninum tigameku. Ninum Anishinaabe. Ninum Mohonu. Ninum Wabanaki. Ninum Mi'kmaq. Ninum Wendat. Ninum Kominagamat. Abot sentiment datlogan. Abonastoabat man de batamun. Ega wabat jejichwabian miam gasten. Ega wabat jejiabokobanyuyan. Mes os ont mal, frémissant du manque de mots. Une douleur se fige, sans pouvoir raconter qu'un hier lui échappe. Je rêve d'un seul récit qui dicterait sans faute toute une vie vécue. Tu ne me regardes pas, tu ne me vois pas, tu ne m'entends pas, tu ne m'écoutes pas, tu ne me parles pas. Tu es ici en conquérant de ma terre. Tu m'emprisonnes dans ma terre. Tu me prives de mon identité. Tu me prives de mon territoire. Tu m'enchaînes dans des réserves que tu as créées. Tu veux être maître de mon esprit. Qui suis-je? Tu ne me connais pas. Tu m'appelles montagnier. Tu m'appelles cri. Tu m'appelles tête de boule. Tu m'appelles algonquin. Tu m'appelles Naskapi. Tu m'appelles Micmac. Tu m'appelles Huron. Tu m'appelles Iroquois. Tu ne sais pas mes légendes. Tu ne connais pas mon histoire. N'attends pas que je me fâche telle une tornade. N'attends pas que je me libère de mes chaînes. C'est ça aussi, la poésie, c'est aussi un acte de résistance. La poésie, c'est un acte de résistance aussi. Une façon, oui. Ouais. Ouais. Pour vous aussi. Une manière de s'affranchir. Ah oui. Même aussi. si elle a dit n'attends pas de moi que je me libère de mes chaînes. Avant de terminer, et on va passer à la séance de dédicace, remercier Sophie des éditions Barthélémy. des éditions Mémoire d'Encrier qui a rendu possible cette soirée. Merci beaucoup à tous. Merci Joséphine, merci Aurélia. Merci. Il s'agissait d'une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche, jeudi 31 octobre 2019, organisée avec les éditions Mémoire d'Encrier et autour d'un dialogue entre les poétesses Joséphine Bacon et Aurélia Lassague.